Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver à nouveau comme chaque samedi pour notre magazine Cartes sur table, où durant une trentaine de minutes, nous nous efforcerons avec mon invité d'analyser, de décrypter l'actualité internationale de la semaine qui vient de s'écouler. J'en profite pour remercier tous les auditeurs de Diaspora Vision qui nous font le plaisir d'être fidèles à cette émission depuis bientôt 2 ans maintenant. Aujourd'hui encore, à juger par notre sommaire, les sujets ne manqueront pas pour lesquels je vais solliciter la réflexion de notre invité, Ibrahima Thiam, homme politique sénégalais, futur candidat à l'élection présidentielle de 2024, l'un des principaux leaders de l'opposition et auteur de 2 essais politiques, en plus d'un ouvrage de géopolitique que nous avons coécrit et co-signé ensemble, Le Monde vu de Materanga, publié l'an dernier aux éditions Ella. Et bien donc, ce mercredi, le président français Emmanuel Macron s'est rendu aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours, à l'invitation du président Joe Biden. L'Ukraine était bien sûr au menu de leur discussion, mais aussi les problèmes liés à l'énergie et à l'inflation. Entre autres, une visite, il faut le souligner, effectuée au lendemain de la mort suspecte du ministre des Affaires étrangères biélorusse, Vladimir Makey, une mort pour laquelle Moscou est montré une nouvelle fois du doigt. Nous évoquerons également dans cette émission la réélection du président Obiang en Guinée équatoriale, et une fois n'est pas coutume, nous parlerons de sport avec la Coupe du Monde de football qui se déroule actuellement au Qatar. Nous avons là, vous le voyez, une variété, une richesse de sujets pour lesquels une trentaine de minutes ne seront pas de trop. J'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui Emmanuel Macron, Joe Biden, First America, No. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour, Jean-Yves Duval. Je me réjouis, moi aussi, de passer ensemble cette petite demi-heure au micro de Diaspora Vision, où, grâce à la magie du numérique, nos amis sénégalais de la diaspora peuvent nous écouter dans le monde entier. Et nous avons d'ailleurs des témoignages d'auditeurs qui nous suivent régulièrement depuis des endroits très éloignés du globe. J'en profite pour les saluer et les remercier. Eh bien voilà qui est fait. Je le disais, mercredi, Emmanuel Macron s'est envolé pour Washington dans le cadre d'une visite d'État de 3 jours. Et il répondait en cela à l'invitation du président américain Joe Biden. C'est le second voyage du genre pour le président français qui, en 2018, était l'invité de Donald Trump. Pour la circonstance, au cours de ce voyage-ci, il est accompagné d'une délégation du XXL, en particulier de grands patrons, à l'image de Bernard Arnault. Eh bien, Ibrahima Thiam, à quoi doit-on s'attendre, selon vous, d'un tel voyage qui n'est pas anodin, en effet, dans la période actuelle? Il est vrai que l'hôte de la Maison-Blanche a déroulé le tapis rouge à son homologue français. Ce qui est un signe, tant les relations franco-américaines sont souvent placées sous le signe de « je t'aime, moi non plus ». Des relations le plus souvent sereines et cordiales, mais parfois aussi tumultueuses. De ce qui a fuité, on sait que les présidents ont évoqué la coopération spatiale, les problèmes liés au réchauffement climatique, le protectionnisme américain qui nuit aux affaires de l'Europe en général et de la France en particulier. Et bien sûr, la guerre russe en Ukraine. Ce ne sont pas les sujets qui ont manqué, d'où la durée du séjour aux États-Unis. Il est vrai qu'avec la mission Artemis qui prépare un nouvel alunissage et le devenir de la Station spatiale internationale notamment, l'espace était au cœur des discussions entre les 2 présidents. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été invité au siège de la NASA et il était accompagné pour ce voyage outre-Atlantique de l'astronaute
français Thomas Pesquet et aussi de la toute nouvelle spationaute française, lieutenant-colonel de l'armée de l'air et pilote d'hélicoptère de combat. Oui, sans oublier la première spationaute française, Sophie Adenau, qui va succéder à Thomas Pesquet dans cette station spatiale. Les deux hommes n'ont sans doute pas manqué d'évoquer la concurrence qui s'affirme aussi chaque jour, un peu plus dans ce domaine, de la part des Russes et des Chinois. Ces deux grandes puissances ont désormais des visées et des plans sur les comètes qui ne peuvent laisser indifférents. Sur le dossier de l'Ukraine, pas de divergence à noter particulière entre les deux pays. Toutefois, quelques nuances. On sent bien ainsi que l'idée de Macron de garder le contact, le dialogue ouvert avec Vladimir Poutine ne plaît pas beaucoup à Washington, qui considère que le chef du Kremlin est devenu infréquentable. D'ailleurs, Joe Biden l'a bien précisé lors de la conférence de presse à l'occasion de ce voyage d'Emmanuel Macron en Amérique. Il n'acceptera de reparler à Vladimir Poutine que lorsqu'un traité de paix sera signé, conclu, entre la Russie et l'Ukraine. On a un peu l'impression, en voyant les deux hommes, d'assister à un remake d'un film avec le bad cop et le good cop dans les rôles de Macron et de Biden. Est-ce que sur ce point, vous pensez qu'ils ont pu arrondir les angles? Je n'en suis pas certain. Car cette question, l'Amérique est assez inflexible. Pour elle, Poutine doit être vu comme un criminel de guerre, auteur, via son armée, de nombreux actes de barbarie en Ukraine, et son agression est inexcusable. Aujourd'hui, cependant, les deux pays sont sans doute d'accord sur le fait qu'il ne sera pas possible aux Ukrainiens de reconquérir l'intégralité de leur territoire, notamment la Crimée. Il y a aussi le problème du soutien militaire à l'Ukraine, dont les États-Unis sont le principal soutien et pourvoyeur d'armes, mais aussi humanitaire en raison des bombardements incessants d'infrastructures énergétiques, d'écoles, d'hôpitaux, etc., en particulier avec la présence de l'hiver et d'un climat extrêmement rigoureux sous cette latitude. Les deux hommes auront sans doute évoqué les modalités d'un partage des factures d'aide aux Ukrainiens. D'après les services de l'Élysée, on devait aussi, au cours de ce déplacement, parler de la francophonie au lendemain du sommet qui s'est tenu à Djerba, en Tunisie. Ça peut paraître un peu étrange de parler francophonie en Amérique. Quel peut, selon vous, être l'objectif d'Emmanuel Macron? Il a en effet inscrit dans son calendrier un voyage à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui, faut-il le rappeler, est une ancienne province française. Il devait y annoncer la création d'un fonds de soutien à la langue française afin de mieux la diffuser dans le programme d'enseignement des écoles américaines. Une façon, en quelque sorte, de contrebalancer l'influence et la toute-puissance de la langue anglaise dans le monde, que d'aucuns jugent impérialiste. Enfoncer ce coin culturel n'était pas la moindre des ambitions, semble-t-il, du président français à la faveur de ce voyage aux États-Unis. Nous avons aussi appris que Macron avait, au cours de son voyage, critiqué le patriotisme économique américain, qui fait la part belle aux entreprises américaines au détriment des entreprises européennes. Je ne suis pas sûr que l'occupant de la Maison-Blanche ait particulièrement apprécié cette petite pique de son homologue élysien. Le propre de l'amitié ou d'être allié, vous le savez bien, Ibrahim Mathiam, permet de tout se dire, même lorsque certains sujets fâchent ou peuvent fâcher. Au demeurant, l'omniprésence américaine dans le monde, souvent dénoncée, est une réalité. Et cette forme d'impérialisme, ne nous masquons pas derrière les mots, n'est pas du goût de tout le monde.
Il y a quelques semaines, à ce même micro, nous évoquions les élections présidentielles à venir en Guinée équatoriale et nous mettions en avant, outre l'âge très avancé de son président, Théodore Obiang, le fait qu'il détient le pouvoir depuis déjà 43 ans. Cette consultation a donc eu lieu et, sans surprise, ainsi que nous le prédisions, celui-ci a été réélu pour un nouveau mandat avec près de 96% des voix. Le népotisme a encore manifestement de beaux jours devant lui. Alors que pensez-vous de la réélection de cet autocrate autoproclamé? Vous avez oublié de préciser qu'il a 80 ans. C'est dire qu'il n'est plus tout jeune et qu'il détient le record mondial de longévité pour un chef d'État encore vivant et qu'il aura donc 87 ans à la fin de son mandat. Lorsque nous avions évoqué cette élection il y a quelques semaines, nous avions pronostiqué sa réélection, tant elle paraissait évidente. Il faut ajouter que son parti s'adjuge les 100 députés et 55 sénateurs soumis à élection, autant dire qu'il confirme son pouvoir absolu. Ce qui est terrible, Ibrahima Thiam, avec la Guinée équatoriale, c'est que dans ce petit État pétrolier africain, le troisième pays le plus riche d'Afrique subsaharienne, il faut le préciser, eh bien près de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Comment peut-on en être arrivé là? Comme souvent, il n'y a pas qu'en Guinée équatoriale, l'essentiel de la richesse du pays est concentré entre les mains de quelques-uns. Ce qui est dramatique et révoltant quand on sait que chaque habitant dispose moins de $2 par jour pour vivre. Cela n'a pas empêché le président Obiang d'être réélu pour un 6e mandat. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Le sujet suivant n'a aucun rapport avec la Guinée équatoriale, mais il a néanmoins marqué l'actualité de la semaine. Comment s'expliquer la disparition brutale de Vladimir Makey, le ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, âgé seulement de 64 ans, alors que la veille encore, il recevait à Minsk, la capitale de la Biélorussie, un envoyé spécial du pape François en vue d'établir un plan de paix secret en Ukraine. Cette coïncidence ne vous paraît-elle pas étrange? Votre question porte peut-être en elle la réponse. Ce plan de paix avait-il l'onction de Vladimir Poutine? J'en doute. Je ne le vois pas accepter qu'un autre que lui puisse décider de ce que sera la suite de la guerre actuelle en Ukraine. Cette disparition brutale, plutôt suspecte, n'est pas sans rappeler la mort mystérieuse, il y a quelques mois, de plusieurs oligarques russes. J'ajoute que Vladimir Makey devait rencontrer quelques heures plus tard Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Et celui-ci ne cachait pas que son homologue biélorusse s'opposait à l'alignement biélorusse sur Moscou. Il faut peut-être chercher dans sa mort cette attitude qui lui valait de solides inimitiés au Kremlin. Or, on sait que déplaire au nouveau tsar de Russie peut comporter quelques risques. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à un sujet moins grave. Je veux parler de la Coupe du monde de foot au Qatar, où le Sénégal et la France, deux pays qui nous sont chers, à vous et à moi, ont réussi leur examen de passage pour les 8e de finale. Cette compétition est en effet pour nous l'occasion de nous intéresser à ces académies de football qui fleurissent au Sénégal et qui sont de véritables viviers des grands champions de demain, en même temps qu'ils sont des réservoirs pour les clubs français comme l'OM, l'OL, Montpellier, etc. D'autres clubs aussi européens, bien entendu. Et nous retrouvons là, Ibrahima Thiam, l'un des aspects sportifs de la géopolitique que nous avons déjà abordé.
En effet, ces académies contribuent non seulement à l'image internationale du Sénégal, mais elles participent aussi à son développement économique. Alors comment analysez-vous ce phénomène qui est quand même assez très largement méconnu dans le grand public, en particulier français? Vous avez complètement raison, Jean-Yves Duval. Et une fois encore, vous avez bien fait d'évoquer un sujet qu'on peut dire périphérique à la Coupe du Monde, en profitant de cet événement sportif pour en parler. Il y a en effet aujourd'hui plusieurs académies de foot au Sénégal, dont certaines ont déjà formé des stars du ballon rond. Même le PSG puise dans ce vivier de jeunes footballeurs très prometteurs. Est-ce que le fait que le Sénégal soit champion d'Afrique en titre et qu'il est qualifié pour la deuxième fois de suite pour la Coupe du Monde fait de lui une des grandes nations de football, eh bien, est-ce que cela explique, selon vous, cet engouement pour ce pays en matière de foot? Certainement, car les Sénégalais apportent la preuve, font la démonstration de leur qualité sportive, que ce soit sur le plan technique ou athlétique. Il y a ainsi l'Institut Yambar, qui a été fondé en 2003 à Saly, à une centaine de kilomètres de Dakar, qui a produit plusieurs talents qui ont brillé en Europe. Par exemple, Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain passé par Lille, le PSG et Everton en Angleterre. Dans le mondial actuel, il y a aussi Bamba Dieng, jeune attaquant de l'Olympique de Marseille et auteur du 3e but du Sénégal face au Qatar. Et je pourrais multiplier les exemples de réussite pour cette académie de Yambar. L'équipe première de Yambar joue d'ailleurs en Ligue 1 sénégalaise. Et parfois, il y a dans les gradins du stade la présence d'un recruteur de Manchester City. Et bien sûr, au-delà des talents sportifs, le rôle économique, je le disais tout à l'heure, de ces académies de football est loin d'être négligeable. C'est exact, Jean-Yves Duval, car elles espèrent des plus-values avec des joueurs devenus adultes au moment des transferts sur un marché très lucratif. En dehors de Diambars, la plus connue, à quelles autres académies de foot pensez-vous? Je pense, bien sûr, à Génération Foot, qui a été fondée voici plus de 20 ans, qui a offert au Sénégal Sadio Mané. Je voudrais dire aussi qu'en Afrique, en dehors du Sénégal, il y a encore peu de pays à avoir autant investi sur la formation des jeunes et désormais des partenariats sont passés entre des grands clubs européens et ces académies. Je pense à l'Olympique de Marseille, mais aussi à Metz avec Génération Foot, ou encore l'Olympique lyonnais qui est lié à Dakar Sacré-Cœur. On dit même qu'une académie a été fondée voici 1 an par le PSG au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Je vois que vous êtes bien, comme toujours, bien renseigné, Jean-Yves Duval, et c'est exact. Cette académie est implantée à Ngaparou, à 80 km de Dakar, et d'autres vont voir le jour dans les années à venir. On peut dire que le Sénégal est devenu le nouveau hub ouest-africain de formation des jeunes footballeurs et je m'en réjouis tout particulièrement. On a aussi, bien sûr, une pensée pour Sadio Mané qui a été empêché de jouer cette Coupe du Monde par suite d'une blessure. Il a sûrement manqué à son équipe, mais heureusement, son absence sur le terrain n'a pas empêché celle-ci de remporter déjà 2 victoires. Pour rester dans l'actualité de la Coupe du Monde de foot, la France et le Sénégal se sont qualifiés pour les 8e de finale. Dimanche, elles affronteront donc leurs adversaires du second tour. Je sais que vous êtes un amoureux et fin connaisseur du ballon rond. Alors, je vais vous demander vos pronostics après avoir toutefois précisé qu'Aliou Cissé, le coach du Sénégal, est celui qui a la longévité la plus grande en Afrique. Il a en effet été nommé en 2015. Alors, venons-en maintenant à ces pronostics. Et attention à ce que vous allez dire. Donc, pour la rencontre France-Pologne et pour la rencontre Angleterre-Sénégal. Dans les deux cas, les matchs ne sont pas gagnés d'avance.
Mais au risque, bien sûr, d'être désavoué par le résultat, je vais dire France-Pologne, France 2, Pologne 0. Angleterre-Sénégal, Angleterre 0, Sénégal 1. Et je souhaite que les tricolores et les lions poursuivent le plus loin possible leur aventure dans le mondial. Car une performance de ces équipes créerait dans leur pays respectif une énorme émotion et une liesse populaire dont on a besoin en ces moments difficiles. Je précise que nous parlons du football dans cette émission, car le rôle géopolitique du sport, en particulier s'agissant des grandes compétitions mondiales, comme les JO ou les différentes Coupes du Monde, n'est plus à démontrer par son retentissement international. Cette Coupe du Monde au Qatar a permis notamment à ce pays de renouer des relations avec certains de ses voisins, et je pense en particulier à l'Arabie Saoudite, avec qui il était un peu fâché ces derniers temps, mais aussi d'œuvrer en faveur du climat, on lui a tant reproché, à travers différentes initiatives, et même de faire un effort au niveau des droits de l'homme. C'est très juste, même si on n'oublie pas l'exploitation d'une main-d'œuvre étrangère et ses conditions d'existence pour l'édification des différents stades. Il y a eu en effet dans les coulisses des entretiens diplomatiques entre des personnalités politiques venues du monde entier, et en cela, le sport joue un rôle positif. J'aurais, si vous le voulez bien, une dernière question concernant le mouvement de colère d'une ampleur historique des Chinois, exaspérés par les restrictions sanitaires et réclamant plus de liberté. Quelques jours après la réélection de Xi Jinping, le peuple n'a-t-il pas infligé un cinglant camouflet à ses dirigeants actuels? C'est tout à fait cela. On a même entendu, ce qui est du jamais vu, des slogans du style Xi Jinping démission. Il faut dire que le comportement des autorités du gouvernement chinois sur la base du zéro Covid suscite de plus en plus de colère de la part des habitants des villes comme des salariés des entreprises qui se voient confinés dans leurs locaux professionnels. Et vous avez raison, Jean Vival, cette mauvaise humeur des Chinois survient au moment où Xi Jinping vient d'être reconduit pour un 3e mandat à la tête du pays. C'est donc pour lui un affront personnel. Eh bien, je vous remercie Ibrahim Thiam. Voilà qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas cependant qu'on se sépare sans avoir une pensée pour mon confrère sénégalais Pape Alé Niang du site d'information dakarmatin.com, qui va bientôt fêter son 1er mois de détention pour avoir révélé un soi-disant secret d'État. Nous savons tous que la liberté d'expression a un prix, y compris celle de la privation de liberté, mais si les régimes dictatoriaux nous ont habitués aux poursuites judiciaires contre les reporters, c'est beaucoup plus choquant de la part d'une grande démocratie comme le Sénégal. Donc à Diaspora Vision, nous lui apportons tout notre soutien et nous lui souhaitons beaucoup de courage dans l'épreuve qu'il connaît injustement aujourd'hui. Les Sénégalais seront très sensibles, Jean-Yves Vival. Soyez-en sûrs à ce message d'amitié confraternelle que vous venez de lui adresser et l'intéresser aussi, j'en suis convaincu, car même en prison, il n'ignore rien de ce qui se passe à l'extérieur. Je me joins à vous pour souhaiter que son incarcération cesse le plus vite possible. C'est ce que je réclame, et la justice sénégalaise se grandirait en le remettant en liberté. Encore une fois, merci d'avoir eu une pensée pour lui. C'est malheureusement bien peu de choses, mais nous la renouvellerons à chaque émission tant qu'il ne sera pas à nouveau libre de ses mouvements. Il me reste maintenant à vous remercier d'être aussi nombreux à nous être fidèles chaque semaine et à vous donner rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Carte sur table. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I Chrono FM.
Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur iChrono FM. Votre radio iChrono FM est disponible sur Google Play et App Store. iChrono FM, une autre dimension de la radio.